Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi, le 25 avril 2023 et nous sommes rendus à l'épisode 157 du podcast. Aujourd'hui, ce ne sera pas un épisode très long parce que j'ai pas mal d'affaires à gérer aujourd'hui, mais je voulais quand même prendre le temps de vous parler de qu'est-ce qui se passe du côté des résultats financiers du mois d'avril. Donc, c'est la earning season. Et il y a beaucoup de résultats financiers qui sortent, des grosses entreprises, et il y a également des nouvelles qui font les gros titres. Donc, je vais vous parler un peu de tout ça. Et ce matin, si on regarde du côté des indices boursiers, même des matières premières, pas mal tout est dans le rouge. L'indice de TSX dans le rouge, le SP500, le Nasdaq, le baril de pétrole brut, l'or, l'argent, même le Bitcoin, tout ça c'est dans le rouge. Mais ça n'empêche pas que il y a quelques actions ici et là qui montent, principalement dans le secteur non cyclique, mais globalement, ce matin, c'est négatif. Et premièrement, si on regarde du côté des dernières nouvelles économiques, du côté de l'économie mondiale, on a pu voir que la Chine est rendue le deuxième pays exportateur de véhicules. Donc ça, c'est dans le monde. Et ça dépasse les États-Unis et également l'Allemagne. Et à ce rythme-là, si on regarde au niveau du volume d'exportation, la Chine devrait dépasser le Japon cette année. Donc c'est sûr que ça peut paraître surprenant parce que les gros manufacturiers automobiles, on pense aux marques américaines, les japonaises, les allemandes, mais en termes d'exportation, c'est vraiment la Chine qui en fait le plus. Ça peut paraître surprenant, mais comme je vous dis, en même temps, il faut considérer le nombre de Chinois puis leur capacité de production en Chine. Fait que c'était une question de temps avant que la Chine devienne le plus grand exportateur de voitures. Et là, comme je vous dis, en date d'aujourd'hui, la Chine est rendue le deuxième plus grand pays exportateur de véhicules dans le monde. Ensuite, on a appris que la compagnie Bed Bath & Beyond a fait officiellement faillite. Ça, c'était cette semaine, dimanche. Par contre, ça fait longtemps que la faillite fait partie de la picture de cette compagnie-là, mais il y avait encore du monde qui pensait que la compagnie elle est en mesure d'aller chercher du capital puis de pouvoir continuer ses activités. L'action Bed Bath & Beyond faisait partie des meme stocks, donc une couple de spéculateurs qui misaient sur cette compagnie-là. D'ailleurs, si on regarde l'été passé, l'action avait atteint 30$. Et là, évidemment, c'était dû à de la spéculation. Il n'y avait pas réellement des meilleures données fondamentales. Au niveau des chiffres, ça n'avait pas changé. Mais l'été passé, l'action s'est rendue à 30$. Et là, hier, après la nouvelle officielle de la faillite, l'action de Bed Bath & Beyond, là, elle a droppé de 35%. Et pour vous donner une idée de la décadence, depuis 6 mois, l'action est en baisse de 95%. En termes de prix, le prix de l'action est passé de 4$ à 20 cents. Donc, tant qu'à moi, même les spéculateurs sur Reddit vont lâcher l'affaire. C'est pas mal la fin de Bed Bath & Beyond. Une autre action qui est en chute libre, c'est la banque américaine First Republic. Donc, ce matin, le prix a baissé d'environ 30%. Et ça, c'était suite à ses résultats financiers. Ce qui est ressorti des earnings, le point majeur, c'est qu'on a pu voir que le total des dépôts à la banque, ils ont diminué de 72 milliards de dollars. Et ça, c'était au premier trimestre de 2023. Donc, ça représente une baisse de 41% de ces dépôts. Et ça, sur une période de 3 mois. Logiquement, ça s'explique du fait que les clients ils ont entendu parler de la SVB, la Signature Bank, donc des faillites des banques régionales. Puis là, ils ont pogné à la chienne, puis ils ont décidé de massivement sortir leur argent des comptes de la First Republic Bank. Et ça, évidemment, ça fait sortir des montants qui peuvent monter à plusieurs milliards de dollars. Mais je vous rappelle que l'action de la First Republic Bank était à 115$ au début du mois de mars. Et là, aujourd'hui, l'action est rendue à 12$. Donc, de 115$ à 12$. Je vous rappelle que c'est une action bancaire. Là. Dans le temps,
le secteur des services financiers, c'était considéré comme un secteur safe, là, secure. Fait que c'est sûr que c'est quand même une chute vertigineuse pour un titre dans ce secteur-là. Et ne pas confondre First Republic Bank avec la banque First Citizen. C'est pas la même banque. Je vous rappelle que First Citizen, c'est elle qui a acheté les actifs de la SVB, là, la Silicon Valley Bank. Dans tous les cas, si on regarde au niveau des actions, le secteur bancaire est encore dans le rouge ce matin. Et pour finir avec les mauvais résultats financiers, il y a la compagnie de livraison UPS qui a dévoilé ses earnings, et ça c'était ce matin. On a pu constater que le bénéfice par action a été de 2,20$ comparativement à 3,05$ au même trimestre l'année passée. Donc de 3,05$ à 2,20$. On n'aime pas ça, voir des diminutions du côté du BPA, qui est le bénéfice par action. Et ça représente une diminution de 28% par rapport à 2022. Logiquement, c'est lié avec le ralentissement des ventes au détail. Donc, si le monde achète moins, nécessairement, il devrait avoir moins de shipping, moins de livraison. Et selon les projections de UPS, donc pour l'année qui s'en vient, eux autres s'attendent que l'environnement macroéconomique ne s'améliore pas au courant de l'année. Et ils s'attendent qu'il y ait définitivement une baisse du côté de la demande des consommateurs et que, conséquemment à ça, le nombre de livraisons devrait baisser. Bref, avec tout ça, aujourd'hui, les actions de UPS sont rendues à moins 9%, donc une autre action qui est fortement dans le rouge ce matin. Sinon, de l'autre côté, pour qu'il y ait un peu de positif aujourd'hui, il y a la compagnie Xerox, donc Xerox, Xerox, j'ai de la misère à prononcer ce nom-là. Mais bref, c'est une compagnie bien connue qui vend des imprimantes et des logiciels de gestion. Et Xerox a dévoilé des résultats financiers qui ont largement dépassé les attentes des analystes du point de vue des profits, donc des bénéfices. Concrètement, là, on parle d'un bénéfice de 49 cents par action versus le consensus des analystes qui était de 16 cents par action. Donc, c'est vraiment rare qu'on ait un gros dépassement comme ça. Puis en plus, au même trimestre l'année passée, donc en 2022, à ce moment-là, la compagnie, elle affichait une perte à ce moment-là, c'est une perte de 12 cents par action. Évidemment, le revirement de situation, c'est très bien vu de la part des investisseurs. En termes de prix, le prix des actions de Xerox, en matin, il affiche une hausse de 14%. Donc ça, c'est en une seule journée. Et à noter aussi que le rendement annuel des dividendes, il est de 7%. Donc on parle d'un dividende trimestriel de 25 cents par action. Personnellement, Xerox, c'est pas mon genre d'entreprise, mais potentiellement, ça pourrait être quelque chose qui pourrait vous intéresser. Par contre, juste assurez-vous de bien regarder les états financiers parce que, vite de même, un ratio de distribution des dividendes autour de 82%, c'est pas mal élevé. Autrement dit, Xerox remet plus de 80% de ses bénéfices à ses actionnaires. Et généralement, là, quand on parle d'un ratio de distribution des dividendes, on veut que ça soit entre 30 et 50% parce que au-dessus de ça, ça peut devenir insoutenable pour la compagnie, surtout s'il y a une baisse du côté des profits. Sinon, il y a une autre nouvelle positive, donc c'est une nouvelle intéressante et ça vient du côté de l'Europe. Donc, c'est une compagnie qui atteint de nouveaux sommets en termes de market cap. Et là, je parle ici de LVMH. LVMH qui est la compagnie qui possède les marques de luxe comme Louis Vuitton, les champagnes Moët et Chandon, les montres Hublot, Tag Heuer, les parfums Christian Dior. Bref, le groupe LVMH, il possède beaucoup de marques de luxe européennes et ce titre-là est coté sur la bourse de Paris. Et sa valeur boursière, hier, elle a dépassé 500 milliards d'euros. Donc, c'est un cap qui a été franchi pour cette entreprise-là. Et petite parenthèse par rapport aux titres européens, il faut que vous sachiez que la plupart des plateformes de courtage en ligne, comme Placement Direct avec TD, Disnap avec Desjardins, Banque Nationale Courtage Direct, etc.,
Ces brokers-là, ils ne vous permettent pas d'acheter des actions à l'extérieur des marchés canadiens et américains. Dans le fond, vous pouvez juste acheter des actions d'entreprises cotées en bourse au Canada ou aux États-Unis. Encore là, ça vous donne énormément de choix. Là. Je veux dire, il y a quand même beaucoup de compagnies sur ces marchés-là, mais ça vous exclut de tout ce qui est coté au Japon, en Europe, en Australie. Vous n'avez pas accès à ces actions étrangères-là. Mais il y a une méthode quand même alternative si vous voulez vraiment acheter des actions là, du type LVMH. À ce moment-là, vous passez via le marché Pink Sheet. Ça va être coté en dollars US. Mais exemple, tu vas acheter du LVMH, ben ça c'est coté sur la bourse de Paris. Mais si tu vas sur ton broker, sur ton courtier en ligne, si tu passes par les Pink Sheets, tu vas être capable de ramasser du LVMH. C'est juste que, comme je vous dis, il va être en dollars US. Bref, fin de la parenthèse pour LVMH qui est coté en Europe. Mais comme je vous dis, cette semaine, il y a beaucoup de résultats financiers importants qui vont sortir. Donc, on peut penser aux earnings des big tech comme Google, Meta, Amazon, Microsoft. Ça sort toute cette semaine. Il y a aussi les résultats financiers de Visa, Boeing, Intel, ExxonMobil. Donc, il y a beaucoup de volatilité à prévoir cette semaine, tout dépendant de si les earnings ils dépassent les attentes du marché ou s'ils sont en dessous. Parce qu'évidemment, tout est basé sur les attentes des analystes puis les attentes des investisseurs par rapport aux prochains résultats financiers. Et si je regarde du côté technique, si je regarde l'indice SP500, à court terme, j'aurais tendance à croire qu'on va retourner vers les 3900 points. Et là, en ce moment, on est à 4110 points. Donc, c'est sûr que, selon moi, on se dirige à court terme vers une baisse. Je pense que les indices, là, je parle des indices américains, ça va continuer à baisser prochainement. Et de toute façon, là, on est en pleine saison de résultats financiers. On est la saison des résultats financiers du mois d'avril. Et c'est rarement le temps de faire des transactions de swing trading, des transactions qui durent quelques jours, quelques semaines, parce que tu ne veux pas être en position puis que les résultats financiers sortent ou que les résultats financiers d'un compétiteur direct, parce que tu peux te retrouver à under 10%, 15%, 20%. Fait que c'est sûr que tu n'as pas de gestion du risque en swing trading en pleine saison des earnings. Donc, de mon bord, j'attends encore un peu pour reprendre des positions de swing. Donc, je vous dirais que peut-être mi-mai, pas avant ça. Tout dépendamment aussi si l'entreprise a déjà dévoilé ses résultats financiers. Et sinon, pour mon portefeuille à long terme, c'est sûr que personnellement, moi, je souhaite qu'il y ait des mauvais résultats financiers, surtout pour les entreprises que je regarde, là, qui sont sous mon radar dans mes watchlists. Juste question que le prix des actions descende à un niveau où l'entreprise serait sous-évaluée par les investisseurs. Parce que pour le moment, à mon avis, le sentiment du marché est encore trop optimiste pour que je fasse des grosses acquisitions pour mon portefeuille. Si je regarde l'indice Fear and Greed de CNN Business, encore là, on est au-dessus de 50. Donc, on est du côté du greed, donc l'avarice. Le marché n'est pas en peur et pourtant, on prévoit une récession, les taux d'intérêt sont encore élevés, l'inflation est abaissée drastiquement, mais ça reste 5% aux États-Unis, 4,4% au Canada. Ça reste des niveaux d'inflation élevés. Et de mon côté, je m'attends à ce qu'il y ait un ralentissement économique, tout d'abord aux États-Unis, puis après ça au Canada. Et un ralentissement économique, nécessairement, ça va se refléter dans les résultats financiers des entreprises. Donc, c'est probablement pas maintenant. Encore là, juste avec les prochains résultats financiers, les earnings de cette semaine puis de la semaine prochaine, on va déjà avoir une meilleure idée du comportement des consommateurs, des entreprises aussi. Est-ce que leur profitabilité est encore là? Est-ce que les chiffres d'affaires diminuent, le nombre de ventes? Est-ce que les business ont recommencé à mettre de l'argent dans la publicité en ligne?
sais, mais qu'on voit les résultats de Meta, de Google, même de Snap, on va avoir une meilleure idée de qu'est-ce qui se passe du côté des compagnies puis leurs dépenses publicitaires. Donc, c'est sûr que, comme je vous dis, les earnings qui s'en viennent vont parler beaucoup, mais je pense que c'est pas encore... le ralentissement économique n'est pas encore là nécessairement. Donc, si les résultats financiers ne sont pas encore négativement affectés, ça se peut que je fasse aucun achat pour ce mois-ci, pour cette saison des résultats financiers-là. Mais dans 3 mois, dans 6 mois, lorsque la récession, ou du moins le ralentissement économique va se faire ressentir du côté des earnings, ça se peut que là, il y ait des meilleurs deals, puis c'est là que je passe à l'achat pour prendre des grosses positions pour mon portefeuille à long terme. Donc, je vais conclure l'épisode là-dessus. Comme je vous dis, c'est un épisode assez rapide. C'était plus pour vous partager un peu mon opinion sur les derniers résultats financiers, vous parler un peu de qu'est-ce qui se passe. Mais encore là, j'ai pas passé à l'action, j'ai pas rien acheté. Puis si je le fais, ben vous allez savoir dans le prochain épisode. Fait que je vous remercie pour votre écoute et on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.